Ce sont des anciennes casernes de gendarmerie qui ont été créées au début du XXe siècle et qui petit à petit se sont libérées. Et donc on a trouvé là une opportunité unique pour la région et aussi pour les universités, ULB, VUB, de créer là un nouveau projet qui puisse s'ouvrir à la ville. Je suis le directeur de la Société d'aménagement urbain. La SAU, c'est un opérateur relativement récent qui a été créé par la région de Bruxelles-Capitale en 2016 et dont l'objet est de développer des grands projets immobiliers sur le territoire de la région. Perspective s'occupe de tout ce qui est planification et nous nous occupons de la mise en œuvre. Beaucoup de ces locaux avaient été petit à petit désertés et donc effectivement on a retrouvé des locaux qui avaient été peu entretenus, ça c'est évident. Alors la mission, c'est de construire ensemble avec nos partenaires de l'ULB et de la VUB un projet qui soit ouvert sur la ville, qui permette à un certain nombre d'activités universitaires de s'y développer, mais aussi du logement, de l'espace public et des équipements pour le quartier. S'agissant d'un quartier qui est quand même paradoxalement assez peu fourni en espace public et en lieux où les personnes peuvent se rassembler. Les enjeux ils sont nombreux, aussi bien pour les universités que pour la région. D'abord, c'est de construire une réelle stratégie en termes énergétiques pour le site. Et donc nous avons lancé une étude en ce sens pour déterminer quels seront les besoins pour le site, pour déterminer quelle stratégie il s'agira de mettre en œuvre pour répondre aux besoins en termes de chaud, en termes de froid, en termes d'électricité, et en vue de faire en sorte que le projet soit réellement un projet qui soit exemplaire. Exemplaire, c'est-à-dire qu'il utilise le moins possible de ressources et qui fait en sorte qu'un maximum de ces ressources soient produites sur le site. Et donc c'est dans ce cadre-là, par exemple, que les universités ont mené un certain nombre d'études liées à des tests de géothermie afin de déterminer dans quelle mesure le sous-sol nous permettra de répondre à une partie de ces besoins. Alors la géothermie, c'est un terme relativement large parce qu'en fait ça fait recours à différentes techniques, mais l'idée c'est principalement de puiser ou de stocker la chaleur dans le sol. Donc l'utilisation première, c'est on extrait la chaleur du sol pour climatiser les bâtiments ou si on a accès à de plus grandes énergies pour également éventuellement produire de l'électricité. Mais pour ceux qui nous occupent ici, c'est principalement de la chaleur qui est utilisée pour climatiser les bâtiments. Ça c'est un volet. Et puis il y a un deuxième volet, on peut aussi également, et c'est un des avantages de la géothermie, stocker la chaleur dans le sol. Et ça c'est particulièrement intéressant en été pour climatiser, donc pour refroidir les bâtiments. Alors la géothermie très profonde est une géothermie qui ne peut être applicable que dans un endroit très particulier de la planète. On a souvent en exemple l'Islande où en fait c'est une terre qui est volcanique et donc on a des températures qui peuvent monter jusqu'à 150-200 degrés et donc là on en extrait une énergie telle qu'on peut alimenter des turbines et en faire de l'électricité. Par contre, la géothermie qu'on appelle de basse enthalpie, donc de basse énergie, là elle est vraiment applicable partout. Vous voyez ici on est dans un milieu urbain. Il suffit entre guillemets de forer à quelques dizaines de mètres de profondeur et on a une température qui n'atteint pas des centaines de degrés mais qui a en tout cas l'avantage de rester stable au fil de l'année et donc quand on a besoin de chaud, eh bien on puise une chaleur à une température de 10-12 degrés, ce qui est bien plus efficace que puiser la température de l'air ambiant, la chaleur de l'air ambiant. Donc, il y a deux systèmes principaux de géothermie à l'échelle finalement de la climatisation d'un bâtiment. Il y a la géothermie en circuit fermé où en fait on fait circuler de la chaleur, on fait circuler un fluide dans un circuit fermé, donc une boucle fermée qui est généralement dans un forage et les forages peuvent aller jusqu'à 100, 200 et ici dans ce cas-ci on a testé jusqu'à 250 mètres et l'idée est simplement qu'on injecte le fluide à une certaine température, plus basse que la température du sol. Et donc le fluide se réchauffe dans le passage dans la boucle. Et cette chaleur qui est captée du sous-sol est utilisée par la pompe à chaleur pour ensuite chauffer le bâtiment. Et donc le fluide se refroidit en passant dans la pompe à chaleur et repart pour une boucle supplémentaire en se réchauffant dans le sol. On peut inverser le système, c'est-à-dire qu'on peut stocker la chaleur dans le sous-sol, on dissipe la chaleur dans le sol et dans ce cas-là, c'est l'inverse. Le fluide est injecté à une température supérieure
à la température du sous-sol et en passant dans le sol, dans le forage, le fluide se refroidit et de cette manière-là, finalement, on stocke la chaleur dans le sous-sol. Alors ça, c'est le premier type de géothermie. Le deuxième système, c'est un système en milieu ouvert. On capte directement l'eau des aquifères, donc l'eau du sous-sol. On en extrait sa chaleur et puis on réinjecte l'eau dans un deuxième puits, dans un deuxième forage, à une température plus faible. Donc l'idée là, c'est de ne pas appauvrir, enfin de maintenir le volume d'eau dans les aquifères constant pour ne pas avoir de rabattement de la nappe qui pourrait être dommageable pour les tassements des bâtiments ou ce genre de choses. Donc ça, c'est le deuxième concept et la spécificité ici, c'est qu'en fait, on est en train de tester les deux possibilités et puis en fonction des résultats des tests, on prendra une décision sur la formule la plus efficace. La première partie des réflexions, donc des rénovations, c'est sous l'égide de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, et financée par un projet FEDER, donc financé par la région bruxelloise à 50% et par l'Europe à 50%. Alors la logique, c'est vraiment de constituer de créer une stratégie à l'échelle du site qui va sans doute déboucher sur la création d'un réseau de chaleur afin réellement de faire en sorte qui est une combinaison de tous ces besoins qui sont parfois complémentaires, que ce soit en termes de chaud ou en termes de froid, pour réfléchir réellement à l'échelle du site et éviter que chacun soit amené à avoir sa propre réflexion en termes énergétiques à l'échelle d'un bâtiment, ce qui serait évidemment une occasion de perdu. On va travailler sur tous les aspects circulaires du projet. Donc on a une grosse mission d'inventaire sur plusieurs bâtiments où on analyse le potentiel de conservation et de maintien des matériaux et des espaces et le potentiel de réemploi de ce qui est présent et qui est voué à disparaître. On a une mission de stratégie à l'échelle globale du site. Donc on aide la SAU à définir une stratégie globale pour le réemploi sur le site. Donc, est-ce qu'on va parler de pourcentage de réemploi entrant, sortant, que vont devenir les matériaux qui sont voués à sortir. Et voilà, et le troisième volet serait l'accompagnement des équipes d'architectes et d'entrepreneurs à mettre en place le réemploi dans leurs projets. Donc on va les aider aussi à rédiger leur cahier de charge pour dire voilà, un tel pourcentage de réemploi est attendu à l'échelle du marché. Donc les architectes ou le consortium architectes-entrepreneurs dans le cadre d'un design and build seront obligés de répondre à ces critères-là s'ils veulent remporter le marché. C'est comme dire, voilà, on veut un bâtiment passif, ben, on veut un bâtiment avec 5% de réemploi entrant. Ce projet-là, il s'agit vraiment d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, on assiste la SAU pour mettre en place une démarche de réemploi à l'échelle de leur projet. Ça va devenir un site ouvert pour le quartier d'abord, avec un espace public de plus de 15 000 m², avec une halle qui servira notamment au développement d'une consommation durable sur le site, la tenue d'un marché par exemple, et une série d'autres activités. Et alors de répondre à un certain nombre de besoins des universités, un espace d'environ 7 000 m² d'équipements universitaires, des cotes étudiants, environ 540, qui seront prévus à une tarification sociale, et enfin des logements, à savoir des logements publics, environ 20 000 m² de logements, qui seront des logements moyens acquisitifs et des logements sociaux. Alors l'occupation temporaire, c'est de nouveau, d'abord c'est une des plus grandes de Belgique et c'est une occupation temporaire pour laquelle on a voulu être un petit peu novateur. Pourquoi? Parce que très souvent, on constate que dans les occupations transitoires, on a un propriétaire qui donne les clés à un occupant et puis après qui s'en lave un petit peu les mains. Il nous semblait en tant qu'institution publique qu'on devait aller plus loin et donc on a travaillé en deux temps. On a travaillé d'abord à la désignation de ce qu'on a appelé un gestionnaire dynamique, c'est-à-dire un gestionnaire qui va être amené à gérer le site, à coordonner les différentes occupations et à les dynamiser si nécessaire. Et en parallèle, on a lancé un appel à candidature pour permettre à toute personne qui souhaitait prévoir une activité sur le site, qu'elle soit commerciale, mais qu'elle soit surtout sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive, de pouvoir se faire connaître et de pouvoir venir occuper tout ou partie d'un espace, d'un bâtiment,
Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a plus de 110 occupants sur le site, avec des complémentarités très intéressantes qui se font, et surtout la capacité pour ces personnes qui n'ont généralement pas accès à des espaces, de pouvoir les occuper à des tarifs extrêmement préférentiels. Ce qui crée vraiment une dynamique aussi bien pour le quartier que pour les entités qui sont amenées à occuper le site, et donc on pense que c'est vraiment une réussite à ce stade. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de mètres carrés qui sont prévus pour des équipements ou qui sont prévus pour des commerces. Et donc on peut certainement envisager qu'un certain nombre de ces occupants soient amenés à rester plus longtemps sur le site. Ça a aussi amené une réflexion sur la nécessité d'essayer autant que faire se peut de conserver certaines infrastructures. On parle notamment du cinéma. Mais l'idée, c'est vraiment de conserver la dynamique qu'on retrouve également aujourd'hui au niveau du site, à savoir il y a une vraie vie qui est en train de s'installer avec le quartier et sur le site, et c'est vraiment cet esprit qu'on voudrait voir perdurer. On a quelques idées par rapport à ça, mais on en parlera peut-être une autre fois, qui fassent en sorte de ne pas tellement se poser la question de savoir est-ce que telle activité doit réellement perdurer, mais essayer vraiment de créer, de garder cette dynamique et cette complémentarité entre différentes activités qui nous paraît l'élément prépondérant et essentiel de cette occupation transitoire.